Le 16 juin 2009, un homme sera retrouvé sur la plage de Rosses Point en Irlande. Il a une soixantaine d'années et il ne respire plus. Il sera appelé Peter Bergman. Les enquêteurs découvriront que ce n'est pas sa réelle identité et que l'homme n'a laissé aucune trace de sa réelle identité. Son histoire est des plus mystérieuses. Qui est-il? Comment a-t-il fini là? Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment très bien. Je voulais vous remercier parce qu'on est quand même déjà plus de 300 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Mais si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Je pense que pour qu'on comprenne le mieux possible cette histoire, on va se mettre à la place des enquêteurs et je vais vous donner les éléments de l'histoire en même temps que les enquêteurs les ont découverts. Donc en fait le 16 juin 2009, un père et son fils se baladent sur la plage de Rosses Point en Irlande. C'est une plage assez connue, il y a beaucoup de gens qui y vont, c'est une plage assez récréative et populaire. Et en fait, ce père et son fils, ils vont pour s'entraîner pour un triathlon. Donc il est très tôt, il est 6h45 du matin et ils vont faire une macabre découverte. Ils vont découvrir sur le sable un homme inanimé d'une soixantaine d'années qui porte un maillot de bain à rayures violettes. En dessous de son maillot de bain, il a comme un slip qui dépasse et il a un t-shirt bleu marine rentré dedans. Le père et son fils ont vite compris que l'homme était décédé et donc avant d'appeler des secours ou la police, ils ont décidé de faire une prière pour l'homme. Ensuite, ils vont appeler les Guarda, je sais pas trop comment on dit. En fait, c'est la police en Irlande, il s'appelle comme ça. Du coup, la police va faire venir une doctoresse pour analyser le corps et à 8h10 du matin, l'homme sera officiellement déclaré mort. Il va ensuite être analysé par un médecin légiste qui va déclarer ne pas vraiment savoir de quoi l'homme est mort. On comprend qu'il n'a pas eu de traces de noyade, donc il n'a pas d'eau dans les poumons, donc il est sans doute pas mort noyé et il n'y a pas vraiment de traces de lutte ou de traces de meurtre. On sent que c'est pas un crime, que l'homme serait comme mort comme ça. Le médecin légiste va aussi analyser les dents de l'homme et il va expliquer que ses dents sont en très bon état et même qu'il a reçu des soins dentaires plusieurs fois dans sa vie, donc on sent que l'homme n'était pas un SDF par exemple, et on se rend très vite compte aussi que c'est pas un SDF rien qu'en le regardant. On voit que l'homme est en très bon état physique. D'ailleurs on va retrouver des habits à lui au large. On va aussi retrouver son portefeuille. Certaines de mes sources disent qu'ils n'ont pas du tout retrouvé d'argent et d'autres disent qu'ils ont retrouvé un tout petit peu d'argent, mais bon, en soi, l'homme n'avait pas énormément d'argent sur lui. On va aussi remarquer que ses vêtements viennent de chez C&A. Donc pour être plus précise, pour les habits qu'on va retrouver, on va retrouver une veste en cuir noir, un pantalon bleu de taille 55, des chaussettes bleues, une ceinture en cuir noir et des chaussures noires de taille 44. Les enquêteurs vont en venir au fait que c'est sans doute un homme qui est dans le monde du travail, qui a un emploi et un bon emploi même. Le médecin légiste va se rendre compte qu'il avait un cancer de la prostate et plusieurs tumeurs osseuses. De plus, il n'avait qu'un seul rein et on voit qu'il avait déjà fait plusieurs crises cardiaques auparavant. L'homme était vraiment dans un très mauvais état de santé et le médecin légiste va regarder avec des analyses plus poussées si l'homme prenait des médicaments pour se soigner et il va en ressortir que non. Pourtant, le médecin va expliquer que s'il n'avait pas de médicaments, il devait énormément souffrir en fait. Et donc c'est vraiment très bizarre qu'il prenait même pas un antidouleur ou quoi, rien. Et donc il devait vraiment avoir une douleur extrême en permanence. Une chose aussi extrêmement mystérieuse. L'homme voulait vraiment pas laisser de traces parce que les vêtements qu'il portait quand on l'a retrouvé, en fait, n'avaient plus d'étiquette, comme pour qu'on ne puisse pas retracer où il avait acheté ses habits. Enfin, c'est très bizarre et personne fait ça. Enfin, rares sont les gens qui font ça. La police se demande vraiment qui est cette personne et surtout pourquoi elle n'a pas vraiment laissé de traces. Ils vont commencer une enquête qui va durer 5 mois. Et là, il va se passer quelque chose de fou. Les enquêteurs vont faire un boulot de malade parce qu'on va retrouver les caméras de surveillance qui ont filmé la vie de cet homme pendant 5 jours avant sa mort. Donc on va pouvoir tout retracer et voir tout ce qu'il a fait. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment
fou. La première fois qu'on va voir l'homme sur une caméra de surveillance, ce sera le 12 juin 2009, donc 5 jours avant qu'on l'ait retrouvé mort. On l'a vu en fait en train d'attendre le bus à Derry. En fait, Derry, c'est un dérivé de Londonderry, qui est une ville dans le nord de l'Irlande, une très très grande ville. Donc voilà, il est là dans un abri de bus, il attend son bus et il va attendre pendant 1h30 de 14h30 à 16h. On le voit, il attend, il marche un peu et puis finalement son bus va arriver et il va monter dedans. On va voir que c'est un bus qui va en direction de Sligo. Il s'est séparé de Londonderry de plus ou moins 85 km. Aussi, on va remarquer sur les caméras de surveillance que l'homme porte un sac à bandoulière noir et un bagage à main totalement normal. Mais c'est une information importante à retenir pour la suite. À 18h28, une caméra de surveillance qui est à la gare routière de Sligo va le filmer en train de sortir du bus et prendre un taxi. Quelques minutes plus tard, on va le voir arriver au Sligo City Hotel. Il va y rentrer et on le voit au comptoir en train de réserver une nuit. Les enquêteurs vont donc se rendre à l'hôtel pour interroger un petit peu le personnel par rapport à cette personne mystérieuse et ils vont en apprendre un peu plus. On sait que l'homme aurait payé sa nuit d'hôtel en cash. C'est quand même assez rare de payer en cash à l'hôtel. Souvent, si on paye en cash, c'est pour pas laisser de traces, donc c'est assez bizarre. On va voir qu'il a donné comme nom de registre Peter Bergman. Mais on sait maintenant que Peter Bergman n'était pas son vrai nom, il a donné un pseudonyme. Pour réserver sa chambre à l'hôtel, il a aussi dû donner une adresse et il a dit qu'il habitait en Autriche et plus précisément à Vienne. C'est un détail mais ça a son importance selon moi, c'est que sur une caméra de surveillance, on va le voir dans l'hôtel en train de fumer une cigarette. Vu son état de santé, c'est fou qu'il fumait encore et en plus il prenait pas de médicaments donc il se laissait comme mourir et en plus il en rajoutait une couche en fumant. Le plus bizarre va se passer le 13 juin 2009, donc le lendemain, en fait on va le voir sortir de l'hôtel et il porte en fait un petit sachet mauve qui a l'air bien rempli. Ensuite, grâce aux caméras de surveillance, on va pouvoir retracer son chemin dans Sligo et en fait il va faire une très longue marche et il va prendre à chaque fois un objet et il va le mettre dans une poubelle publique de la ville. C'est assez bizarre, c'est comme si l'homme savait quand il y avait des caméras de surveillance parce qu'il se mettait toujours dans l'angle mort de la caméra pour jeter ses affaires. Donc la police ne sait pas du tout ce qu'il a jeté. Et puis une fois qu'il avait tout jeté, il a replié son sac et puis il l'a mis dans sa poche et il est rentré à l'hôtel. Juste après, donc à 10h49, on va le voir aller à la poste. La police va donc se rendre à cette même poste, va interroger les gens qui y travaillent et on saura que l'homme a acheté 8 timbres et des timbres qui permettent d'envoyer des colis ou des enveloppes par la poste aérienne. L'officier en chef qui s'occupait de l'affaire va s'exprimer et va dire: cet homme devait avoir des proches, des amis ou de la famille, mais on ne sait pas à qui il a envoyé ces lettres. Le dimanche 14 juin, donc le lendemain, l'homme va quitter l'hôtel entre 11h et 11h30 et il va monter à bord d'un taxi. On va retrouver l'homme qui a transporté ce Peter Bergman et il va nous en dire beaucoup sur Peter. En gros, Peter lui aurait demandé s'il y a une plage assez sympa, assez calme dans le coin, une plage où il pourrait être tranquille et l'homme du taxi lui aurait conseillé la plage de Rosie's Point. Il aurait emmené Peter Bergman là-bas. Il explique que Peter serait resté un petit temps à la plage et puis il aurait rappelé ce même taximan et l'homme aurait retransporté Peter jusqu'à son hôtel un petit peu plus tard dans la soirée. Donc ça aussi, c'est fou parce que c'est quand même la plage où on l'a retrouvé mort le 16 juin. Donc 2 jours plus tard, on l'a retrouvé mort là-bas et il avait quand même été à le visiter avant, comme si il avait voulu visiter l'endroit où il allait mourir. On arrive donc au lundi 15 juin et on voit Peter Bergman rendre les clés d'hôtel et s'en aller. Une chose très importante, c'est les bagages qu'il porte. Il a donc toujours son sac à bandoulière noir, il a le sac plastique violet rempli de nouvelles choses, mais en plus de ça, il a un bagage à main noir qu'il n'avait pas avant. Il va ensuite marcher vers la gare routière et puis il va rentrer dans un centre commercial où il va rester là et attendre quelques minutes et puis ressortir. C'est aussi un peu énigmatique. Et puis il a continué à marcher et il est arrivé à la gare routière. À 13h38, une caméra de surveillance l'a filmé en train de commander un cappuccino et un sandwich jambon fromage à un petit magasin de la gare routière, puis il s'est assis à table et il l'a mangé. Pendant qu'il mange, il va sortir de sa poche un petit papier et il va avoir l'air de le lire très attentivement et puis il va déchirer ce papier en plusieurs morceaux et le jeter à la poubelle. Ensuite, il est monté dans un bus qui est parti à 14h20 et où allait le bus? Il allait tout simplement à la plage de Rosie's Point. Donc là, Peter Bergman va se balader sur la plage de Rosie's Point et il va commencer à saluer tous les gens qui le croisent. Et il va tellement se faire remarquer que
quand la police va lancer un petit avis à la population pour savoir s'ils ont vu cet homme, il y a 16 personnes en tout qui sont venues voir la police et dire le 15 juin, on l'a vu sur la plage de Rosie's Pond et les témoins disaient que l'homme leur disait bonjour mais un peu nonchalamment. C'était vraiment bizarre, comme s'il avait pas spécialement envie de dire bonjour à des gens, mais qu'il le disait quand même parce que il se forçait à le faire. Enfin, encore une fois, ça comme pas de sens, parce que l'homme a tout fait pour dissimuler son identité, mais c'est comme si au dernier moment, il avait tout fait pour qu'on le remarque. Donc voilà, l'enquête s'arrêtera là. Après 5 mois, les policiers vont se dire que c'est trop bizarre, c'est trop mystérieux, et donc ils ne savent pas faire plus, et donc ils vont décider d'enterrer Peter Bergman, avec ce pseudonyme, dans une tombe à Sligo. Il y aura 5 policiers qui seront là pour les funérailles. Je vais vous laisser avec une petite chose qui va sans doute vous énerver tout autant que moi. En fait, en 2015, le journal Le Monde, qui est un journal français, vont faire un article sur cette enquête-là. Et en fait, ils vont expliquer avoir contacté la police autrichienne pour qu'ils puissent expliquer par rapport à cette affaire, et la police autrichienne va dire qu'ils n'ont jamais été contactés par la police irlandaise. C'est-à-dire que l'homme venait sans doute d'Autriche et de Vienne, vu que c'est quand même l'adresse qu'il avait donnée à l'hôtel, et surtout qu'il avait choisi d'aller à la poste et de prendre des timbres de la poste aérienne. Donc ça voulait dire qu'il avait décidé d'écrire à des gens qui n'étaient pas sur le territoire irlandais, et la police irlandaise n'a même pas contacté la police autrichienne. Ça m'énerve vraiment beaucoup, parce que à un moment donné, il faut quand même mettre toutes les chances de son côté pour essayer de retrouver la famille du défunt. Et peut-être qu'en Autriche, peut-être qu'à Vienne, il y a des gens qui cherchent leur père, leur grand-père, leur mari, et qui savent même pas qu'en fait, il a été retrouvé depuis des années et qu'il a même été enterré. Enfin voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse toujours et vous le faites de plus en plus et ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, et puis si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!